Bonjour et bienvenue sur ce rendez-vous découverte où nous allons oser ou pas le féminisme. Bonjour, à toutes et à tous, à toutes, tous. Je m'appelle Laure Poussé, je suis, maman d'un jeune homme adulte de 22 ans, formatrice, en communication non violente depuis peu et complice du cercle de la non-violence et sur le cursus de praticienne, non-violence systémique, avec Alex et Kat et avec d'autres personnes dont j'ai vu passer les noms, comme Audrey par exemple. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre en fait pour me présenter c'est la petite présentation basique, on verra peut-être plus tard pour approfondir. Voilà. Bonjour, moi je suis Catherine, donc la source du cercle, pour ceux qui ont l'habitude. Voilà, c'est pas un webinaire, hein, c'est un petit atelier de découverte, parce que c'est un nouveau thème. Et puis voilà, bah, je suis heureuse d'être là. Et puis bah, je serai co-animatrice et co-créatrice de ce stage avec Laure. Et ben voilà, on est là pour montrer un petit peu l'énergie, voilà, de ce stage. Parce que le féminisme est très large, il y a plein d'énergie, plein de mouvements, plein de points de vue, et on n'a pas le meilleur, on en a un. Voilà. Je commence du coup. Alors, les racines, en fait, elles sont venues du fait que donc j'ai découvert la communication non violente en 2013. Au départ, j'y suis venue parce que je me rendais compte que, en fait, dans les relations avec mon fils, c'était pas ce que j'aimais vivre et que je reproduisais des schémas relationnels que j'avais vécus dans mon enfance et que je n'aimais pas. À partir de là, la CNV, je me suis dit, j'ai découvert tout un monde. J'ai eu beaucoup d'émerveillement, de joie à découvrir cette CNV, d'envie de la vivre et puis l'envie de la transmettre. Et puis de la transmettre aussi, à l'époque, j'étais infirmière scolaire, donc de la transmettre aussi dans mon métier. Déjà dans mon métier, j'étais très engagée au niveau éducation relationnelle, affective et sexuelle auprès des élèves. Travailler aussi sur ce qui fait partie d'ailleurs de l'éducation relationnelle, affective et sexuelle, la notion d'égalité, de mixité entre les enfants à l'école. Et puis, sur le parcours de certification dans le réseau CNV, j'ai découvert aussi qu'il pouvait se vivre des violences sexistes et sexuelles. Je suis une des femmes qui a témoigné à ce sujet dans le réseau CNV. Ça a donné naissance ça a amené beaucoup de choses euh, qui étaient heureuses ou moins heureuses, on va dire. Et il y a eu la création d'une cellule violence sexiste et sexuelle grâce aux autres femmes aussi qui ont témoigné. Voilà, sont plusieurs. Et ce que j'ai vu aussi, c'est toute la difficulté qu'il y a à sortir de conditionnements qui imbibent toute notre société. Et là où moi, je pensais avoir plutôt une conscience féministe, en fait, j'ai découvert que je participais aussi à un fonctionnement de domination patriarcale et que si moi j'y participais aussi, d'une certaine manière, mais je n'allais pas vers la non-violence à laquelle j'aspirais, que j'aspirais à vivre. Et puis, en fait, dans cette violence vécue au sein du réseau CNV, par rapport aux violences sexistes et sexuelles et au fait de prendre la parole dans un groupe pour dénoncer quelque chose,
j'ai eu la chance de rencontrer Catherine, de rencontrer aussi une autre formatrice que c'est important pour moi de nommer, qui s'appelle Mathilde Naïma Azouz. Et principalement, ces deux personnes, Catherine et Mathilde Naïma, m'ont vraiment accompagnée et aidée à voir mes angles morts, en fait. Et à force d'accompagnement, de compagnonnage ensemble, d'évolution, de prise de conscience les unes avec les autres, avec Kat, on a eu envie de transformer cette matière qui a par moments été extrêmement douloureuse et a créé beaucoup de souffrance pour oser vous partager ce que il est possible de transformer et de vivre comment et avec cet esprit du cercle de la non-violence. Voilà. Est-ce que tu veux compléter, Kat? Moi, ce qui m'a fait vibrer dans ce thème, c'est que naturellement et depuis petite, j'ai eu la chance d'avoir un papa très conscient de la société patriarcale et c'est lui qui m'a transmis le féminisme et cette puissance qu'on peut avoir. Et du coup, je croyais vraiment être vraiment une vraie féministe et de prendre toute ma place. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait quand même quelque chose de d'intégrer en moi qui admet des choses. Et du coup, en dehors du féminisme, ça fait depuis, je dirais toujours, mais depuis 2019 que je travaille sur la systémie et combien, au-delà des mouvements, au-delà du patriarcat, ou le patriarcat est la source plutôt, c'est tellement intégré dans nos cellules, c'est tellement systémique et c'est tellement une violence admise qu'on en est tous, hommes et femmes, acteurs. Mais il y a quand même des victimes et des agresseurs, euh, et ça aussi, c'est admis. Et on en parlait juste avant, justement. Et quand c'est l'inverse, quand un homme vit des violences, eh ben, il ne le dit pas. Pourquoi? Pour la même raison, parce que le patriarcat veut que l'homme soit puissant. Et si il est victime, il a perdu cette puissance et il ne peut pas l'admettre. Et même les autres peuvent pas, vont le dénigrer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intégré dans chacun de nous et dans des petites micro-choses de la vie. Voilà. Donc, on avait vraiment envie de mettre ça en stage parce que certes, il y a des mouvements, des manières de vivre le féminisme et nous, on avait vraiment envie d'aller sur l'angle de la non-violence. Parce qu'avec la violence, on se fait du mal à soi-même. Et moi, je suis très forte dans la violence. J'étais une féministe très violente. Et du coup, je vois que c'est beaucoup plus puissant, très puissant, quand c'est à partir de cette énergie de la non-violence. Et la non-violence, ça ne veut pas dire bisounours. Ça ne veut pas dire accueillir les hommes et compagnie, au contraire. Et on a vu justement qu'avec la communication non violente, on peut en renforcer ça parce que la femme, elle a appris depuis des millénaires à accueillir, à écouter. Du coup, avec la communication non violente, on écoute encore plus et on prend encore plus la responsabilité. Et là, dans ce stage, c'est aussi de dire fuck, mais d'une manière non violente, de s'indigner, de dire les choses, pas à partir de contre, pas à partir de donneuses de leçons, mais à partir de préservation, voilà, éducation, mais pas plus. Voilà. Pas laisser son bras et son cœur dans la relation. Voilà. L'intention du stage, c'est vraiment d'informer. C'est pas une lubie, c'est pas des croyances, le féminisme. C'est structurel, culturel, la violence contre les femmes, le sexisme. C'est pas quelque chose qui est artificiel dans le sens, c'est pas une pensée, c'est pas une vision, c'est une réalité. Il y a des chiffres, c'est concret qu'il y a des violences faites aux femmes, que la moitié de la population, qui est pas une minorité, est persécutée depuis des millénaires. Et aujourd'hui, il y a eu des émancipations, mais on n'est pas arrivé à quelque part.
l'endroit où on est arrivé, c'est qu'on peut prendre en main des formations et on peut se prendre en main et s'entraider, hommes et femmes, à être dans un monde plus égal, équitable et qui prend vraiment en compte, pas juste dans les détails, pas juste dans ah, une femme peut porter un pantalon, elle peut être flic. Pour moi, c'est pas ça le féminisme. C'est beaucoup plus profond. Voilà. Pour moi, la première démarche, et donc l'intention, c'est d'apprendre à voir, à repérer tous les endroits où il y a justement ces rapports de domination qui s'exercent et qui des fois sont vraiment très fins, très subtils. D'apprendre à les nommer, parce qu'ils portent des noms, ces mécanismes en fait qui sont à l'œuvre. Ensuite, d'apprendre à les stopper pour soi-même, les stopper vers l'autre, et aussi agir, protéger en tant qu'allié. Parce que une des choses, moi, que j'ai découvertes dans justement l'expérience que j'ai vécue et que d'autres femmes ont vécue, c'est recevoir de l'empathie. Dans certains cas, ça ne suffit pas. Il y a besoin d'actions concrètes. Il y a besoin de protéger et d'agir de manière forte. Et il ne suffit pas de recevoir de l'empathie à titre individuel. Effectivement, j'ai reçu beaucoup d'empathie de plein de gens dans le réseau CNV. Mais il a manqué cette conscience collective de prise de responsabilité et d'action. Et nous sommes des individus dans des systèmes où nous pouvons agir en tant qu'individus en embarquant un peu le système et le collectif, du coup. Si personne n'agit, le collectif ne bouge pas. Si individuellement les gens restent dans leur mécanisme connu, ça n'évolue pas. Voilà. Donc, l'intention de ce stage, c'est d'amener un petit peu toutes ces prises de conscience pour apprendre du coup à se positionner et à agir ou à non agir. Parce que des fois, il est essentiel de se protéger et ça peut être un choix de non agir. Par exemple, de ne pas aller à certaines réunions pour ne pas croiser des agresseurs potentiels. Par exemple, sortir de certains milieux ou de certaines structures pour se protéger des préjudices secondaires. Parce que le fait d'être, on le voit dans d'autres milieux que la CNV, bien sûr, hein, dans le milieu, quand on écoute les rapports de la commission sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, des médias et de la publicité, par exemple, ou dans le milieu de la santé, ou dans plein d'autres milieux, on voit que les personnes, en fait, si elles, enfin, il y a des moments où le système est tellement conditionné à agir comme il a l'habitude de faire que ça remet une couche de violence et ça retraumatise des endroits déjà traumatisés. C'est comme des gouttes de vinaigre ou des verres de vinaigre qu'on verserait sur des plaies qui sont déjà ouvertes. Et j'ai envie de dire, merci Laure, il y a un truc, quand tu dis non agir, ça serait de faire un choix de ne pas aller. Pour moi, ça c'est souvent, malheureusement, un des choix, ce qui est un non-choix. Parce que justement, quand dans un système, on a été agressé, si le système ne s'empare pas du problème, soit la victime va y aller quand même pour faire bonne figure et elle va recevoir encore des agressions, ou soit elle décide de ne pas y aller, c'est elle qui s'exclut et la personne qui a agressé reste là. Et le système, en règle générale, protège le système avant l'individu. Et c'est là que c'est important de savoir voir, comprendre, nommer et trouver des alliés. Ou bien en tant que personne qui peut devenir un allié, de le voir, de le nommer pour en tant qu'allié. Et au contraire, de pouvoir y aller et de dire non, la personne ne doit pas être là. Et du coup, on inverse les choses. Hein? Et donc, du coup, euh, on va voir ça sur l'angle systémique parce que les systèmes, en règle générale, protègent les systèmes. C'est la honte qui est derrière.
Pour ceux qui me connaissent savent que mon trip, c'est la honte, mais c'est la honte qu'il y a derrière. Et donc, du coup, le système protège les forts, protège jamais les faibles, parce que les faibles, ça peut faire casser un système, et un fort, ça soutient un système. Et les mâles sont plus forts et vont rester là-bas parce qu'ils sont capables de se couper de leurs émotions, et donc ils restent dans le système. Et toutes les personnes agressées, micro-agression jusqu'à grosse agression, s'en vont du système. Le système continue et continue à permettre. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que ce système permet les agressions sexuelles? Ou sexiste. Quand ça arrive, un pas de côté, on se pose la question pourquoi, c'est quoi qui permet? Et là, on s'assoit ensemble. Et du coup, et de ne pas individualiser la chose. Si dans un système, il y a quelque chose, c'est que c'est le système qui le permet. Et donc, ce n'est pas l'affaire de deux personnes. C'est une affaire commune. C'est comme dans la société. C'est pas parce que c'est Monsieur Pellico et les autres connards, excusez-moi, ça m'a échappé. Déjà, c'est leur affaire, c'est pas l'affaire de Gisèle. Donc, c'est eux qui ont commis ces actes. Et c'est triste et il faut les condamner en titre individuel, mais qu'est-ce que ça dit de notre société? Voilà. Qu'est-ce que la société, pourquoi la société permet ça? Et du coup, on enlève la responsabilité aussi de la victime individuelle. Donc, la personne, elle a une responsabilité aussi, hein, l'agresseur a une responsabilité et c'est juste non. Mais en plus de ça, parce que si on répare chaque personne, si on enferme chaque personne, on voit bien qu'on fait ça depuis des millénaires et ça ne marche pas. C'est qu'est-ce qui permet ça? Et c'est ça qu'on va voir pendant le stage. Et comment on peut le déceler et comment on peut, de manière non violente, le nommer, le faire voir, être comme quelqu'un qui éduque et être ensemble, créer des systèmes de soutien qui ne permettent pas que ça continue. Alors, bienvenue de retour à toutes et tous. Je vais répondre à une question qu'Alex nous a posée pendant que vous étiez Il en y a solo. Gaëtan qui a Ouais, je donne la parole à Gaëtan en disant oui, les violences sexuelles, il dit ça devrait même pas exister. Il dit mais il y a les violences au quotidien. Et on disait que c'est pas deux choses différentes dans la petite blague à la con ou les petits réflexes jusqu'au viol. C'est un continuum. Voilà. Hein, c'est pas deux choses séparées. C'est c'est ces petits trucs du quotidien qui permettent, voilà. Et vice-versa. La trauma d'avoir été violée va permettre aussi de ne pas dire et de se laisser violenter. Voilà. Gaétane. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors moi je n'ai pas de questions particulières. Je voulais juste évoquer là juste le fait de réentendre toutes ces choses de féminisme, etc. M'amène à une colère là. Je sens que il faudrait pas m'embêter d'ici une heure ou deux, et je sens que ça fait vibrer des choses, du vécu forcément, parce que voilà, j'ai les cheveux blancs, hein, je sais pas si ça se voit là. Et que tout ce que je peux vivre tous les jours ou être témoin, hein, tout simplement, euh, voilà, que moi toute seule avec mes deux petits bras, je fais ce que je peux, mais je sens qu'il y a vraiment tellement de choses que là, je sens la colère qui me monte, mais alors. Voilà, il y a des petits gars qui sont en train de faire des travaux et jouer les bonhommes depuis ce matin. C'est pas enfin c'est passé tout à fait. Voilà, je bosse, je fais mon truc. Mais là, le fait je vois ce côté très masculin, très dur, et là, ça me fait vraiment vibrer, une vraie résonance où voilà, je ne sais pas si je vais sortir ma puissance féminine, mais je pense que je vais la sortir gentiment, non violente, mais voilà. Et puis voilà, plein de choses. Mais en tout cas, voilà, je voulais témoigner je sens en tout cas la puissance là, ne serait-ce que par l'atelier, chose qui vibre vraiment très très fort, et voilà, donc à suivre si possible pour moi. Et voilà. Merci à tout le monde. Notre réaction, Jean-Noël. Euh,
Ben, moi, c'était juste pour demander au niveau, donc la CNV, ben, je connais très peu, mais c'est surtout le côté systémique. Ça m'intéresse aussi. En fait, j'avais pas capté que c'était dans un système, cette violence. Mm. Et donc, voilà, ça m'intéresse aussi, ça. Ouais. Ouais, merci. Et Oui, qui- et le stage, pas obligé d'avoir fait de la non-violence. Moi, aujourd'hui, je me nomme plus, même si j'ai le tampon, je suis formatrice en non-violence systémique. Et ok. puis, donc merci, oui, pour moi, c'est important. Parce que surresponsabiliser les individus, c'est très violent. Et on n'avance pas. C'est trop gros pour un individu. C'est des millénaires. Et on est Hmm. empreint de ça. Mm. Et du coup, il y a des solutions pour créer un système qui soit vertueux, quoi, qui soit. Tu veux répondre, Laure? Je dirais que, en tout cas, moi, ce dont je peux témoigner, c'est que déjà d'avoir repéré que quand je témoigne de violences sexistes et sexuelles dans un système, et que que je vois quels sont les mécanismes dans le système qui permettent que ça puisse se passer dans le système, et bien déjà, ça me permet de retrouver de la puissance et de me redresser parce que ça n'est plus moi le problème. C'est-à-dire, je fais partie d'un système dans lequel il y a un problème collectif auquel on peut ensemble s'atteler et que la première chose, c'est d'arriver à voir, à repérer, à nommer. Et déjà là, ça aide à retrouver de la puissance. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et du coup, la responsabilité, dans notre société, on est souvent sur-responsabilité ou irresponsable. Et on est tous responsables d'un bout. Et déjà, si chacun prend ce bout de responsabilité, pour moi, les solutions, j'y crois pas. C'est des millénaires, mais déjà, emmener vers une autre énergie, emmener vers un autre possible, humblement. Merci, Merci. Pauline. Oui, oui, j'ai envie de témoigner comment je suis touchée par tes mots, Catherine, quand tu dis que il y a des oppresseurs et puis des personnes oppressées. Et tu disais c'est pas une évaluation, c'est pas un jugement. Je pense que c'est vraiment important de le préciser dans le monde de la CNV, mais pour moi, ça renvoie à un problème qui est présent dans le milieu du bien-être, dans le milieu de la thérapie, dans le milieu associatif, les milieux alternatifs, où comme il y a une volonté d'ouverture, de cœur ouvert, en fait, c'est presque des endroits encore plus à risque parce qu'il y a l'argument de l'universalisme qui est souvent sorti. Ce qu'on va appeler l'argument de l'universalisme, c'est moi, je suis pas féministe, je suis humaniste. Et en fait, comment ça invisibilise les problèmes systémiques. Du coup, j'aurais hâte d'en entendre plus. Ça donne envie de faire la suite parce que je me dis, tiens, encore plus dans la CNV où on peut pas, on essaye en fait de sortir de la notion de jugement. Et toi, tu viens de dire, mais c'est pas des jugements, ce sont des observations, ce sont des faits. Et comment on fait pour rester à contempler des faits et pas invisibiliser des problèmes systémiques, pouvoir les nommer et bien différencier les jugements des faits. Voilà, et je trouve que je pourrais vraiment dire ça. Tous ces milieux-là, c'est presque des milieux à risque parce que comment oses-tu dire qu'il y a un problème alors qu'on est là pour s'aimer les uns les autres, quoi. Mm. Voilà. Complètement. Je suis touchée par ce que tu dis, tellement ça résonne avec ce que j'ai vécu. Mm. Ah oui, c'est même des nids à agresseurs sexuels. On en parlera plus s'il n'y a pas beaucoup de temps et on pourrait en parler pendant 5 jours. Voilà.
Et j'ai envie, je dis souvent, moi, que ce soit la CNV ou n'importe quel monde de la non-violence, mais c'est juste impossible de ne pas juger. Moi, ce truc, cette croyance que c'est possible de ne pas juger, c'est dangereux. Si tu arrêtes de juger, tu peux mourir. L'invitation, c'est juste de voir que c'est un jugement. Pour moi, il y a pas, on arrête de juger. Ah, tu es en train de juger. Bah, tu juges que je juge. On n'en finit pas. Voilà, j'ai envie juste de rajouter ça. Et le rêve, c'est l'universalisme, bien sûr. Le rêve, c'est l'humanisme. Mais on est tellement loin qu'il y a des étapes. Et dans les étapes, c'est de voir, comprendre les mécanismes systémiques, de les nommer et de faire en sorte qu'on aille vers ça. Mais on est loin. Moi, j'ai longtemps cru que je ne pourrais pas être raciste, vu que j'ai grandi dans une famille où on m'a dit que les couleurs, qu'il n'y a pas de couleur, qu'on s'en fiche de la couleur des personnes. Ben, en fait, c'est pas vrai parce que dans le conditionnement que j'ai reçu, il y a des différences suivant l'origine des personnes. Il y a des préjugés qu'on m'a inculqués. Et donc, moi, bah, c'est un boulot d'aller voir les endroits où je suis justement en situation d'oppresseuse. Et sans être dans un jugement moral par rapport au racisme, juste de voir que j'ai grandi dans une société où il y a des préjugés racistes. Magali ou Pauline? Oui, je me permets de réagir à ce que dit Laure. En retour, ça me touche aussi parce que effectivement, les endroits où je dis je suis pas raciste, où je suis pas grossophobe, en fait, c'est peut-être même là qu'il y a le signe que je suis à un endroit privilégié. C'est comme le luxe de pas voir les couleurs. Parce Oui. que si je suis noire, je pense que je suis très au courant que je suis noire Oui. et que je reçois pas les privilèges. Et en fait, moi, je m'applique ça. Je me dis, tiens, mais si je peux me dire humaniste, si je peux me dire pas raciste, si je peux me dire pas grossophobe, c'est certainement que je suis en train de bénéficier du système et certainement que je suis privilégiée et que j'ai le luxe d'oublier ma couleur ou d'oublier que toi, tu es noir. Mais un noir n'oublie pas qu'il est noir. Il peut pas l'oublier avec le système dans lequel on vit, quoi. Et comme on ne peut pas oublier qu'on est des femmes quand on est des femmes, c'est au quotidien. Ouais. Au quotidien. Voilà. Et que certains hommes disent, oh, ben c'est bon, non, il y a des filles, c'est pas grave. Bah oui, parce que toi, tu as le privilège d'exister, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Les privilèges, c'est comment je dépense de l'énergie pour juste exister. Et donc, plus qu'on est conforme à des critères d'existence et de pouvoir, moins on a besoin de dépenser de l'énergie pour exister. Et du coup, un mec qui rentre dans un bar et s'assoit un truc, il prend un verre, il est tranquille. Une fille, elle s'assoit, ou soit elle fait avec plein d'énergie, mais ça prend de l'énergie. Ou soit elle n'y va pas tout seul au bar, parce que c'est juste trop dur. Voilà. Et ça, ben, l'homme, il ne sait pas. Voilà. Et donc, c'est des micro-trucs comme ça au quotidien pour sortir, comment je suis habillée, comment si, il fait noir. Voilà. Et je fais une petite anecdote, j'ai vu une petite vidéo tout à l'heure très rigolote. C'est une fille qui dit euh, si on passait 24 heures juste sans hommes, comment vous vous sentirez? Elle lance la question. Et du coup, il y a un mec qui dit mais qui va te protéger? Elle dit ben, pendant 24 heures, s'il n'y a pas d'hommes, on n'a pas besoin d'être protégé par les hommes puisque les hommes nous protègent contre les hommes. Et donc, c'est. Voilà. Je vais terminer cette petite réflexion assez euh, tristement amusante, je dirais. Et oui, 3 jours aussi, parce que moi, j'aime beaucoup les stages de 3 jours. Je fais de plus en plus des stages de 3 jours parce que la première journée, les gens voilà, on commence à comprendre qu'est-ce qu'on fait là, le thème, l'angle et tout. Deuxième jour, à midi, tout le monde est love, love, ouais, puis après, ça finit. Et du coup, quand il y a une troisième journée, et déjà, ça va plus vite parce qu'il y a comme quelque chose qui sait ça va être une aventure. Et déjà, le matin du deuxième jour, il commence déjà à avoir love, love, sécurité et tout. Et puis, la deuxième demi-journée, la troisième journée, c'est là qu'on sent puissance, c'est qu'on est vraiment dans la pratique et dans l'intégration et dans, voilà, oser dire, questionner.
C'est là que c'est intéressant. Est-ce que vous envisagez à l'avenir de rendre ça accessible à des adolescentes? Bien sûr. Moi c'est open, hein. Ok, J'ai déjà eu, moi, j'ai eu, pas beaucoup, mais je pense genre 5 ou 6 adolescents, 17, non, même plus jeune, 13 ans, je pense, ma plus jeune. 13, 15, 17, 18. ok, super. Parce que j'adorerais faire ça avec ma Ah fille, oui, qui va Ah oui. avoir 15 ans, super, ouais, welcome. Wouhou. Celebration. et qui fait son oral de brevet des collèges sur les oppressions systémiques, hein. Donc, c'est à Waouh! fond. Eh, on la veut. Elle va être Ah assez ouais, contente alors. Merci. Super. j'ai longtemps exercé comme infirmière scolaire, alors ça me parle beaucoup ce que tu dis. Bon, ben,